C'était en 2018 à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans le saint des saints de la littérature française. Gallimard. La maison d'édition ouvre les portes du salon d'honneur pour un auteur controversé, Gabriel Matzneff. C'est donc en majesté que cet écrivain nous reçoit pour parler de son obsession, ses relations sexuelles avec de très jeunes filles, celles qu'il surnomme les moins de 16 ans. Je ne renie pas une ligne de ce que j'ai écrit, et mes livres continuent d'être réédités. Et ce sont des livres véridiques, et où je dis des choses tout à fait véridiques et justes. Cela dit, je refuse absolument, il n'est même pas question d'entrer dans une discussion sur la moralité ou l'immoralité d'un auteur. À l'époque, drapé dans son prestige littéraire, Gabriel Matzneff feint de ne pas comprendre que son penchant pour les adolescentes peut déranger. Un pommier donne des pommes, un cerisier donne des cerises. Et un écrivain véridique, un écrivain qui a écrit avec le sang de son cœur, et moi, tous mes livres ont été écrits avec le sang de mon cœur, eh bien, j'écris ce que je ressens en moi, n'est-ce pas ? Ce que je ressens en moi. Et si j'étais peintre, et si j'étais cinéaste, eh bien, je ressortirais. Fellini fait du Fellini, Balthus fait du Balthus, Matzneff fait du Matzneff, nom d'une pipe. Enfin, si les gens ne comprennent pas ça, ou si les gens feignent ne pas le comprendre, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est écrit, en tout cas. Dieu merci, c'est écrit. C'est publié, voilà, c'est immortel. Et pourtant, 2 ans plus tard... L'affaire Matzneff, c'est le scandale qui secoue le monde littéraire. L'écrivain Gabriel Matzneff est accusé de pédophilie par l'éditrice Vanessa Springora. Ses livres sont retirés des librairies. Gallimard est perquisitionné. Et c'est tout un pan de l'histoire de l'art qui se retrouve sur le banc des accusés. Je pense à Balthus en tout premier lieu. Thomas Mann. Ronsard, Gainsbourg, Roger Perfit, Nabokov. Nabokov, bien sûr. André Gide, Lewis Carroll, Irina Ionesco, Edgar Poe, Tony Duvert, Hamilton. Michelangelo Caravaggio. Je pense à Visconti. Marguerite Duras. Tous ces artistes ont en commun d'avoir représenté l'adolescence, sa beauté, sa sensualité, sa tentation. C'est le moment de l'éveil. qui a la beauté du corps, tout simplement. Mais il y a aussi, surtout, cette idée de pureté. L'adolescence est un moment vertigineux, passionnant, mystérieux, énigmatique. C'est un stade de l'amour où rien n'est fixé. C'est l'âge de toutes les fragilités. Et du coup, on peut projeter n'importe quoi sur eux. L'adolescence, objet de tous les fantasmes, incarnés par des visages. Lolita de Nabokov, Anna de Balthus, ou encore Mélodie Nelson de Gainsbourg. Es-tu amoureuse de moi? Un peu comme Pygmalion. Un sujet qui excite l'imaginaire depuis la nuit des temps, On a ici le corps érotique et juvénile parfait. mais qui flirte aussi avec les limites de la morale et de la loi. Du fantasme à la réalité, certains artistes sont aujourd'hui accusés d'avoir abusé des enfants. Léonard de Vinci, c'est le plus grand génie de la planète, il a fait de la prison pour pédophilie. Alors, doit-on s'interdire d'érotiser le corps adolescent? La découverte de la sensualité, à 11 ans, à 12 ans, mais je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie. L'art peut-il tout se permettre? Certains artistes ont-ils fait l'apologie de la pédophilie? Ces questions divisent fortement le monde de l'art. La pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Le doc stupéfiant lève le voile sur un tabou de la culture française, la fascination du corps adolescent et ses dérives. L'homme français croyait qu'il était le meilleur amant du monde et que l'amour à la française, tout le monde en voulait. C'est vrai, ça, non? Est-ce que je peux conserver mes lunettes? Oui, bien sûr. Ah, super. Hommage à Lolita. Indirect, mais enfin, ça fait longtemps que je les porte. Lunettes de soleil, peau de miel et chevelure châtaine, tout commence avec Lolita, 12 ans et demi. 1955, Vladimir Nabokov crée la nymphette, l'archétype de la séductrice aux charmes impubères, un best-seller vendu dans le monde à plus de 50 millions d'exemplaires. Vladimir Nabokov est un des plus grands écrivains du XXe siècle, toutes langues et toutes origines confondues. Et Lolita est son chef-d'œuvre, indéniablement. Ça en fait un des plus grands livres de l'histoire de la littérature. Lolita est le premier livre, le premier roman
qui introduit le thème de la pédophilie dans la littérature. Cette histoire est tragique. Lolita est une fillette de 12 ans, tandis que M. Humbert est un homme mûr. Et c'est l'abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit l'attrait d'un danger mortel. Lolita de Nabokov raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Humbert Humbert. C'est un homme d'une quarantaine d'années, à peu près, qui raconte sa passion amoureuse pour les petites filles de 12 ans, et notamment une qui s'appelle Lolita. Ils vont vivre une passion extrêmement complexe, interdite, malsaine aussi, qui va durer plusieurs années. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits pas le long du palais pour taper à 3 contre les dents. Lolita. Lolita. Le roman Lolita démarre sur les bords de la Riviera. Light of my life, fight of my loins. La Côte d'Azur, où Vladimir Nabokov venait régulièrement écrire, puiser son inspiration. My sin, my soul. L'écrivain américain d'origine russe Lolita. séjournait des mois entiers dans les hôtels de Nice. Lolita. Maurice Couturier est le traducteur de Nabokov. Pas trop de reflets avec mes lunettes. Auteur de plusieurs ouvrages sur cet écrivain et d'un roman sur Lolita. Nabokov a commencé à écrire ce roman en 1947 et il le terminera simplement en 1953. Entre-temps, il a écrit, réécrit, il a failli faire disparaître, il a failli brûler ce roman. Et ce manuscrit a été sauvé des flammes par son épouse. Il savait le risque que cela pouvait constituer pour un professeur d'écrire sur les amours d'un homme adulte pour une gamine de 12 ans. Jugé pornographique, Lolita ne sortira d'abord que chez un petit éditeur français spécialisé en littérature érotique, Olympia Press. Avant d'être censuré et finalement autorisé sur le territoire américain en 1958. Succès littéraire inédit, Lolita divise, scandalise, fascine et lance un débat majeur et novateur auprès du grand public. Aborder ce sujet en littérature, est-ce forcément en faire l'apologie? Au moment où Nabokov raconte cette histoire de pédophilie, on ne parle pas. Le terme n'existe pas. Il n'existe pas dans le langage courant. Ça n'est absolument pas un sujet de préoccupation dans l'espace public. Donc ça scandalise d'un point de vue moral, parce que ce sont des choses dont on ne parle pas. Nabokov parle de pervers, et puis, beaucoup plus important, à plusieurs reprises, de viol et d'inceste. Écrire un livre sur un sujet, c'est pas nécessairement en faire l'apologie, mais évidemment, mettre autant de talent à autant de perversité fait que c'est un livre extrêmement troublant. Le texte de Nabokov, quand vous le reprenez aujourd'hui, il est vraiment dégueulasse. Il est uniquement du côté du désir masculin, un désir plein, un désir dominateur, un désir qui ne se pose pas de questions. La littérature est là pour nous troubler aussi et nous renvoyer à des questions importantes. Sur les plateaux télé, Nabokov est pourtant systématiquement obligé de se défendre. Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant, une pauvre enfant. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. Nabokov dénonce le travestissement de sa Lolita dans la culture populaire. Une enfant victime rendue sensuelle et aguicheuse, notamment sous l'objectif de Kubrick. Lolita. Une réappropriation de la nymphette à l'origine d'un malentendu universel, fondateur et majeur. Le film de Kubrick est compliqué parce qu'il a pris une actrice qui était beaucoup plus âgée. Et donc le fait qu'elle soit plus âgée, c'est comme si ça validait une espèce d'histoire de sexe entre deux adultes, ce que le livre n'est absolument pas. Ce que fait Nabokov dans le livre, c'est de montrer la douleur de la gamine.
Et cette douleur-là, elle n'apparaît pas dans ce qu'on en a fait en termes de pop culture, quoi. Les Lolita, on ne les voit pas pleurer. Et pourtant, Lolita, dans le roman, elle pleure. Elle pleure après une scène de sexe. Et c'est notre société qui s'est emparée de ce livre et qui en a fait une espèce de roman érotique, ce qu'il n'est pas. Le terme Lolita dans la littérature est devenu un archétype. Ça désigne une jeune fille, généralement assez sensuelle, assez précoce sur le plan physique, qui a la volonté de séduire les hommes, de tester un petit peu son pouvoir sur les hommes. Et comme c'est un archétype que l'on va retrouver dans la société, eh bien c'est devenu un nom commun. Le fantasme de la Lolita se diffuse ainsi dans la culture populaire, et notamment chez la star de la chanson française, Serge Gainsbourg. C'est un livre très pur. C'est ça. Un des beaux livres de ce siècle, je pense. Alors Gainsbourg commence à écrire des chansons dans les années 50, à une époque où le motif de la nymphette est quand même extrêmement courant. Et comme c'est un poète, un chansonnier qui parle des femmes, eh bien il va parler de ce qui occupe les hommes, les très jeunes femmes. Donc ces femmes qui éveillent la pulsion érotique. Il y a beaucoup de références chez Gainsbourg, y compris dans les pochettes d'albums. Mélodie Nelson avec Ourson, avec l'enfance, avec des choses qui... aujourd'hui, serait regardé peut-être avec un peu plus de prudence ou en tout cas beaucoup plus de précaution. Mélodie comment ? 1971. Mélodie Nelson. Serge Gainsbourg écrit l'album concept Mélodie Nelson. Ça, c'est l'histoire de... Mélodie Nelson. L'histoire d'une adorable garçonne de 14 automnes et 15 étés, incarnée par sa nouvelle muse, Jane Birkin. Là encore, un hommage à Lolita. Dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Qui est Mélodie Nelson? Mélodie Nelson, c'est une petite fille d'aujourd'hui. Es-tu amoureuse de moi? Un peu comme Pygmalion, voilà, c'est tout. Il joue à la fois de son admiration pour Nabokov et en même temps de son attirance, je le pense, ou en tout cas du trouble qu'il ressent pour les adolescentes. L'une des preuves qui montre que Gainsbourg adorait les très jeunes filles, c'est qu'il a vécu sa dernière histoire d'amour avec une jeune fille de 16 ans qui s'appelait Constance Meyer. Et Gainsbourg était tellement sous son charme qu'il lui a même écrit un poème où il reprenait son prénom. Serge Gainsbourg avait l'habitude de retrouver Constance Meyer au bar du Raphaël. Constant dans l'inconstance, j'ai perdu ma licence de lettres. Celle de science m'est acquise d'offense. Je vais toujours à sens unique et je me sens sûre, mais quand Gainsbourg me relance, je suis à 100%. Quand j'ai connu Serge, j'avais 16 ans, donc en plus j'avais un physique qui était assez candide, je faisais assez jeune. Donc naturellement, j'étais assez Lolita. Donc Lolita, avec lui, c'est un uniforme, hein, c'est jean, jupe en jean, petite robe noire. C'était mignon d'ailleurs, avec des petites culottes, petits bateaux blanches, des petites soquettes blanches. Une esthétique que l'on retrouve dans son dernier album, Under Arrest, sorti en 1987. L'histoire de la relation entre Samantha, 14 ans, et le narrateur, coffré pour détournement de mineurs. Une fiction qui résonne évidemment avec sa vie privée. Je me rappelle d'une fois dans le commissariat du 6e, place Saint-Sulpice, où je devais avoir entre 16 et 18, c'est sûr. Et il disait elle est mineure, il faut m'enfermer, ou il faut l'enfermer, ou il faut nous enfermer. Et les flics se marraient, ils n'en avaient rien à faire. De toute façon, la majorité sexuelle en France est de 15 ans et 3 mois, donc il n'y avait pas d'interdit, parce que Serge n'allait pas dans l'interdit. Il pouvait peut-être le chanter, mais il n'y allait pas. Et en fait, il passe son temps, comme un enfant, à essayer de bouger les limites, mais il reste dans les limites. On peut vouloir choquer et pour cela utiliser ses propres fantasmes. Mais la question des fantasmes de Gainsbourg, moi, elle ne m'intéresse pas. Il a le droit d'avoir les fantasmes qu'il veut. Ça ne me pose aucun problème. Les artistes ont toujours été fascinés par les jeunes adolescents, par ce moment de transition entre l'enfance et l'adulte. Déjà parce qu'il y a la beauté du corps, tout simplement, que ce soit chez les jeunes filles ou chez les jeunes garçons. Un corps qui est juvénile, qui commence à se former. Il y a quelque chose de très fascinant dans cette transformation de l'enfant
en adulte, dans cette sexuation qui s'affirme à ce moment-là. Ça, c'est Balthus. C'est le moment de l'éveil, et notamment de l'éveil des sens. Il y a quelque chose de stupéfiant. Et il est normal qu'un peintre souhaite capter ce moment. C'est dans un manoir au cœur des montagnes suisses que Balthus accueillait ses jeunes modèles. Ce personnage réservé et mystérieux a peint essentiellement des filles nubiles, dans des positions ambiguës. Une œuvre qui a longtemps fait l'objet d'un culte. Jack Lang, le ministre de la Culture, a inauguré ce matin la rétrospective Balthus au centre Georges Pompidou. La peinture de Balthus est énigmatique, troublante. On a souvent utilisé le mot érotisme à propos des tableaux les plus connus, ces tableaux sur lesquels des jeunes filles s'abandonnent. On ne sait à quel rêve, à quel fantasme. Balthus érotise le corps adolescent et introduit des allusions sexuelles parfois très explicites. Des tableaux troublants, voire dérangeants. Alors Balthus est un artiste qui a peint des jeunes filles, des adolescentes, dans des positions qui étaient assez érotiques. Qu'a fait Balthus? Il les a regardées, ces jeunes filles. Il ne s'est pas contenté de les regarder. Il a fait des tableaux, des toiles magnifiques, où il les a dénudées. Et quand il ne les dénudait pas, il les peignait allongées ou assises, jambes écartées. J'ai dans l'esprit une peinture de Balthus. Il y a une petite fille qui devait avoir 9 ans, qui est toute nue, allongée sur un canapé. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. On pourrait pas l'exposer dans une galerie. La police viendrait le saisir tout de suite. Les experts en peinture ont tendance à chercher des symboles, à essayer de trouver des sens cachés. Au lieu de... C'est ça le drame. Et malheureusement, ils sont tous influencés par la psychanalyse maintenant. La psychanalyse a fait beaucoup de mal, je crois. Il disait toujours que lui ne peignait pas des choses érotiques, que c'était toujours les personnes qui regardaient qui projetaient leur pulsion sur l'œuvre. Quand on regarde bien l'œuvre de Balthus, on voit que si les poses des personnages sont érotiques, les visages, eux, n'ont jamais une attitude érotique. Donc tout est dans l'ambiguïté chez Balthus, et c'est ça qui est très fort et qui, aujourd'hui, nous paraît encore plus dérangeant. Car le malaise du public est bien réel face à ces fillettes à peine pubères. Aux États-Unis, en 2017, une pétition circule pour demander le décrochage d'une toile de Balthus, Thérèse rêvant. Le Metropolitan Museum of Art refusera de retirer la peinture. Alors, je pense que c'est absolument dramatique que de faire des pétitions pour faire décrocher un artiste aussi reconnu que Balthus des musées. Ça s'appelle du révisionnisme, tout simplement. Donc, on n'a pas à censurer l'art, on a à le contextualiser, à l'expliquer. Donc l'homme n'a commis, à notre connaissance, aucun acte répréhensible, mais il avait un regard répréhensible. D'ailleurs, les Américains parlent de male gaze, le regard masculin sur les femmes et les jeunes filles dont il faudrait se défaire aujourd'hui. Ce que l'art peut tout se permettre, donc questionner les pulsions, évidemment, mais les questionner vraiment, en fait. Moi, ce qui me dérange, c'est le côté on valorise toujours le même point de vue. Et donc j'ai l'impression que pendant des siècles, la littérature, plus récemment le cinéma, mais la peinture, partout, on a valorisé le regard d'hommes d'un certain âge, sur des filles très jeunes. Regardons la peinture, il me semble qu'il y a des jeunes filles ou des femmes un peu plus mûres qui, dans l'essentiel de l'histoire de la peinture, sont quand même des corps offerts au désir et au regard masculin. Le prix Goncourt 1984 a été attribué au 3e tour de scrutin à Marguerite Duras pour son roman L'Amant. 1984, Marguerite Duras rompt avec cette vision très masculine du désir. Elle se raconte adolescente dans l'Indochine des années 20. Elle a 15 ans, elle est pauvre, il a 27 ans, il est chinois, milliardaire. Poussée par sa mère, Marguerite Duras va vivre une histoire sensuelle et vénale avec cet homme beaucoup plus âgé qu'elle. L'amant,
3 millions d'exemplaires vendus fait d'elle l'un des écrivains vivants le plus lu de la planète. Le livre de Marguerite Duras, L'Amant, est probablement un des premiers textes qui exprime de manière aussi directe, aussi transparente, aussi crue, la réalité du désir féminin et du désir d'une très jeune fille pour un homme plus âgé. C'est la première fois de ma vie que je lisais un livre où il y avait une fille de 15 ans qui n'était pas un objet, juste un pur objet de désir, qui était sujet et qui parlait de son désir à elle. Et avec énormément de violence, parce que tout le livre est très, très violent, les rapports avec sa mère, la pauvreté. C'est pas l'amour fou. J'appelle ça le trafic de sentiments et la tentation d'essayer de tomber amoureuse dans une histoire qui n'est pas voulue par elle et qui n'est pas désirée par elle. J'étais un peu étonnée, un peu épatée, enfin. Et attirée aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous attire en lui? L'argent. La douceur. Une relation ambiguë, motivée par des besoins financiers, que le réalisateur Jean-Jacques Hano va transformer en histoire d'amour. Dans son regard masculin, L'Amant devient une ode à la découverte de la sexualité adolescente. Une passion sensuelle et érotique entre une jeune fille et un adulte. J'ai adapté L'Amant d'une façon, pour une raison assez cocasse. J'ai élevé 3 filles. Et le dimanche, à table, autour du poulet rôti, je voulais commencer à leur expliquer ce que ça allait être que la vie sexuelle. Elles se bouchaient les oreilles, elles hurlaient, en disant « Mais papa, arrête tes cochonneries !» Je dis « C'est pas des cochonneries, c'est la vie, c'est l'amour, etc. » « Mais arrête !» Je les ai menacées. Je leur ai dit « Les filles, je vais vous faire un film. Et donc vous serez obligées de le voir. » J'ai eu envie, d'ailleurs, pour transmettre ça à mes propres filles, d'essayer de comprendre ce qu'on peut ressentir quand on a 15 ans et qu'on tombe en désir sensuel, charnel, d'un homme plus âgé. De toute façon, j'ai eu, moi, une découverte un peu particulière. Je suis tombé amoureux de mon professeur quand j'avais 11 ans. Elle avait 28 ans. Et elle m'a appris beaucoup de choses, le latin, le grec et d'autres choses encore. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai sans doute un rapport tellement, comment dire, confiant. Et que j'ai peut-être tendance à idéaliser un petit peu les femmes de tous âges, de toute provenance, parce que j'ai aimé ce rapport, follement. Jean-Jacques Hano nous livre un épisode très personnel de son adolescence qui expliquerait peut-être sa vision optimiste et romantique du livre de Duras. Marguerite Duras détestera l'adaptation de Jean-Jacques Hano. Elle était déçue peut-être par l'illustration un peu de l'histoire d'amour, le côté romancé de l'histoire d'amour. Il est fou d'amour pour vous. Oui, c'est normal aussi, une petite comme ça. Toute petite, toute... Et vous ne l'aimez pas? Je ne sais pas. L'adolescence, dans toute sa grâce, exaltée par les artistes de l'Antiquité grecque et ses figures les plus mythiques. Les Trois Grâces, c'est un peu une personnification pour les anciens de la jeunesse, de la beauté, de la fraîcheur. Ce sont des personnifications parmi les plus positives de la mythologie grecque. On a ici des jeunes filles, des adolescentes, elles ont sans doute 14 ou 15 ans, elles sont plutôt petites, avec de petits seins et des hanches quand même assez larges. Elles ont le physique de jeunes nymphes, comme on disait dans l'Antiquité, là. Ah bah, ce sont les nymphètes absolues, en fait. C'est exactement ça. C'est cette idée de la prime beauté, la prime jeunesse. Mais derrière ces canons de beauté antiques se cache une réalité beaucoup plus sombre, que l'historien Christian-Georges Schwenzel tient à souligner. La nymphe, c'est aussi la jeune fille vierge lors de son mariage. C'est vraiment un rite de passage, un passage assez traumatisant qui s'apparente dans les faits à une sorte de viol réputé légal d'une jeune fille vierge de 13 ou 14 ans par son mari qui a 30 ans
ou plus. Pardon, je vais être un peu direct, mais vous pouvez dire vraiment que tout mariage grec s'apparente à une prise de possession violente. Une sorte de viol, oui. Dans tous les cas, enfin, il y a quand même des mariages qui se passent bien. On ne demande pas son avis à la jeune fille. C'est-à-dire que... Qu'en savez-vous? C'est la question du consentement. C'est la question du consentement qui est centrale. Oui, un consentement sans pression sociale. Et le consentement ne peut pas être obtenu par une jeune fille vierge, enfin, si elle se trouve face à une autorité qui est plus âgée. Et patriarcale, fondamentalement patriarcale. Le consentement, un débat très actuel, bien loin des préoccupations antiques. À l'époque, le corps juvénile des filles et des garçons est perçu par leurs aînés comme un objet érotique. Ce qu'on appelait la pédérastie, au sens étymologique, c'est-à-dire amour des enfants, Eras, c'est-à-dire amoureux, et pédos, c'est enfant, était une institution. Alors, le plus grand modèle de la pédérastie, si on peut dire, en Grèce, c'est le mythe de Ganymède. Ganymède, un jeune garçon enlevé par Zeus pour devenir son amant. Le mythe de Zeus et de Ganymède, c'est une justification religieuse de la pédophilie. On voit bien que Zeus est un véritable prédateur sexuel. Il est vêtu, il est barbu, il détient un sceptre, symbole de sa puissance phallique, alors que Ganymède, lui, est représenté comme un jeune homme, un adolescent de 14 ou 15 ans. Il est nu, il joue avec un cerceau. La mythologie grecque justifie la domination phallocratique sur des jeunes garçons comme des jeunes filles d'ailleurs. La pédérastie, c'est une institution, c'était une forme d'initiation à la vie. Et cet adulte enseignait aux jeunes la chasse, la guerre, à l'époque très important, la littérature, la philosophie et le sexe. Tout ça, ça faisait partie d'un tout. Après quoi, le garçon était considéré comme étant un homme. Évidemment, ce n'est pas un modèle qu'on peut recommander aujourd'hui, mais comme la civilisation grecque ne passe pas pour être la plus méprisable, c'est quand même, il est bon de le rappeler. Une civilisation qui inspire l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle, André Gide. Prix Nobel de littérature en 1947, régulièrement au programme du bac, cet auteur fait des relations entre adolescents et adultes le sujet principal de son œuvre. Alors on peut s'étonner qu'un homme comme lui reçoive le prix Nobel, puisqu'il avait une réputation extrêmement sulfureuse, étant donné sa défense de la pédérastie. Il est un des premiers, voire le premier, à avoir fait de ses préférences sexuelles l'objet d'un récit. Il va écrire coup sur coup 3 livres très importants. Corydon, qui est donc cet essai qui était une défense officielle de la pédérastie, Les faux monnayeurs, qui sont un roman, et Si le grain ne meurt, qui est son autobiographie. Rien d'illégal. Dans la première moitié du XXe siècle, la majorité sexuelle est de 13 ans. Et le désir pour la jeunesse n'est pas encore condamné par la morale publique. Avoir des relations sexuelles avec des enfants, c'est pas vraiment choquant. Ce qui est réellement choquant, c'est avoir des relations homosexuelles avec des enfants. Bref, Gide est un peu à son corps défendant, transformé en défenseur, avocat de l'homosexualité. Ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne cherche pas à être, c'est pas ça son objet. L'objet de son désir, ce sont les petits garçons. On sait que Gide allait très régulièrement en Afrique du Nord. Il croise des tas d'enfants, manifestement, dans ce qu'il raconte. Ils sont nombreux, qui sont offerts. Et il a avec eux des amours tarifés. Il est évident que dans les livres de Gide, quand il parle du petit Tunisien dans l'Immoraliste, c'est pas un adolescent, c'est un enfant. Gide a reçu le prix Nobel. Aujourd'hui, et de plus en plus, on va le considérer comme un pédophile, un homme qui a abusé de son autorité d'adulte pour se taper des jeunes gens à peine pubères, et on ne verra rien d'autre de lui. André Gide ouvre la voie à toute une génération d'écrivains. Dans son sillage, Roger Perfit n'hésite pas à romancer ses amours adolescentes et son désir de jeunes éphèbes. Les amitiés particulières, prix Renaudot en 1945, sera même adapté au cinéma. Le scandale, pour moi, c'est l'hypocrisie, c'est-à-dire l'ennemi de la vérité, l'ennemi de la vie.
l'ami de la mort. Et par conséquent, il faut bien le dire, l'ami d'une certaine morale. Allons-y, shootez, petit Julien. Écrivain à scandale, personnage excentrique, Roger Perfit croise la route d'une certaine Amanda Lear. La muse de Dali nous raconte cette histoire particulière. En 78, on m'a demandé d'inaugurer le Palace. C'était la grande période disco, vous avez le Palace, etc. Paris Match a demandé à quelqu'un de m'interviewer. Et donc, ils ont demandé à Roger Perfit, que moi, je ne connaissais pas particulièrement. Il était avec un beau jeune homme qui m'a tapé dans l'œil et qui était son fils, et qu'il avait adopté. Je suis tombée évidemment amoureuse de ce garçon, je l'ai épousé, et donc Roger Perfit est devenu mon beau-père. Roger Perfit rencontre Alain-Philippe Malagnac, lorsque le garçon avait 13 ans, sur le tournage des Amitiés particulières. L'écrivain le prend sous son aile, en fait son amant, avant de l'adopter. Lui voyait ça beaucoup plus dans le sens de ce que faisaient les Grecs. En fait, il vous citait tout le temps la mythologie grecque, etc., que les Grecs avaient un giton, Alexandre le Grand aussi, c'est-à-dire l'amour d'un jeune homme qui, d'ailleurs, plus tard, une fois que ce jeune homme grandit, se marie, a des enfants et tout. Roger Perfit tire de cette relation illégale 2 romans. Vous voyez, lui ne se cachait pas. Alors que ce qu'il reprochait justement à Aragon, à Gide et tout ça, c'est qu'ils se cachaient les autres. Ils allaient faire la nuit, vous voyez, chercher des petits jeunes dans les lieux publics et tout. Ils disaient, c'est affreux, c'est honteux, il ne faut pas se cacher. C'est une révolution qui va permettre à ces pratiques, déjà tolérées dans certains cercles littéraires, d'être défendues au grand jour. Le contexte des années 1970-1980 est très particulier. On est dans la période post-68 où là on glorifie la liberté sexuelle à tous les niveaux. C'était l'époque du flower power. Make love, not war. Make love. Et voilà, une espèce de sexe, de pansexualisme. Il s'agissait de libérer tout ce qu'il était possible de libérer. Donc ça voulait dire contraception, avortement. Dans cette révolution, il y a un certain nombre de philosophes et de penseurs, je pense notamment à René Scherrer, qui encouragent grandement cette libéralisation à aller jusqu'à la libéralisation des relations sexuelles entre les adultes et les enfants. Toute une littérature tente de valoriser la pédophilie et les relations sexuelles entre adultes et adolescents. Des pratiques pourtant bien condamnées à l'époque par la loi. En 1973, Tony Duvert, écrivain amateur de petits garçons, reçoit même le prestigieux prix Médicis. La revue Recherche consacre tout un numéro à l'éloge des relations entre adultes et enfants et du tourisme sexuel. Sa diffusion est aujourd'hui arrêtée, son stock pilonné. Les années 70 n'hésitent pas à mettre l'enfance à nu. Il n'était pas question de viol, de violence ou de pédocriminalité. Il disait juste qu'au nom de la liberté, des enfants pouvaient accéder à la sexualité s'ils le souhaitaient. Et que ces adultes seraient peut-être plus à même de le conduire à l'épanouissement de la sensualité que quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on voit fleurir dans Libération notamment des défenses de pédophiles. En 1977, Gabriel Matzneff rédige une pétition pour défendre 3 hommes jugés pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de 15 ans et placés en détention préventive depuis des années. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. L'objectif de la pétition, assouplir la répression pénale des crimes sexuels sur mineurs, comme le propose l'un des plus éminents intellectuels de l'époque, Michel Foucault. Il est allé très loin dans cette réflexion sur le code pénal, en allant même jusqu'à demander à un moment, peut-on imaginer de supprimer du code pénal tous les crimes sexuels? À quoi un certain nombre de féministes lui ont répondu aussi sec, ah bah oui, non, on ne peut pas imaginer supprimer le viol du code pénal, ça c'est impensable. Et alors après, il a fait machine arrière en disant oui c'est vrai, ça serait certainement problématique. Parmi la 60aine de signataires, de nombreuses personnalités. L'une d'entre elles n'a jamais exprimé le moindre regret, c'est l'universitaire René Scherrer. René Scherrer fait partie de cette galaxie pédophile, de la défense de la pédophilie, avec des arguments de type constructionniste, c'est-à-dire
de mettre en évidence le fait que les lois, les mœurs étant façonnées, construites, étant de main d'homme, eh bien, il est possible de les défaire, de les déconstruire. Bon, c'est maintenant quelqu'un qui est très âgé et qui n'a jamais émis le moindre regret par rapport à ses prises de position. René Scherrer est un intellectuel de 97 ans. Ses apparitions à la télévision sont rarissimes. C'est un homme méfiant qui refuse généralement de revenir sur ses écrits polémiques concernant l'enfance. Je ne connais pas ce sujet. Vous avez beaucoup écrit sur ce sujet, tout de même. Oui, mais maintenant, je ne le connais plus. Pourquoi? Mais parce que c'est trop dangereux, enfin, vous avez l'air d'être naïf. Est-ce que vous ne voyez pas que n'importe quel article de journal risque de tomber dans des accusations? Mais vous regrettez ce que vous avez dit à l'époque? Je ne réponds pas sur ces questions-là. Je regrette rien. Je regrette rien. Je suis comme Édith Piaf. Non, je ne regrette rien. J'ai écrit. Puisque j'ai écrit, on n'a qu'à le lire. Nous sommes venus justement lui poser des questions sur son livre « Émile Perverti », sorti en 1974 et qui fait la promotion de la pédérastie. Je n'ai jamais fait l'apologie d'une relation enfant-adulte du point de vue sexuel. Il ne s'agit pas tellement de relations qui sont de l'ordre de la sexualité. Ce sont des relations qui sont de l'ordre de la sensualité, souvent. Mais les caresses entre adultes et adolescents ou enfants sont condamnées par la loi. C'est un crime. Oui. Ah, là, c'est des condamnations. Je ne vais pas discuter la loi, quoique la loi a bien conscience elle-même, les auteurs de la loi, du caractère variable de l'énoncé des lois. Alain Finkielkraut a lui-même soutenu ce mouvement dans son livre « Le nouveau désordre amoureux ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je sens que je suis évidemment mis en accusation, mais je répète, c'est l'esprit d'une époque. Nous proclamions l'innocence de la chair. Nous voulions déculpabiliser le désir. Et en effet, on est allé jusqu'à innocenter les caresses entre adultes et enfants. Nous sommes allés trop loin. Je ne cultive pas la singularité, je la vis. C'est déjà assez fatigant. Non, je ne la cultive pas et je crois qu'il faut rester naturel dans sa vie comme dans son œuvre. L'écrivain Gabriel Matzneff profite justement de cette permissivité pour chasser les jeunes filles à la sortie des lycées. Gabriel Matzneff, c'est un homme qui, plutôt que de faire preuve d'imagination, a mis en scène dans la littérature ses journaux intimes et ses relations avec des jeunes adolescentes, voire des petits garçons. Il n'a jamais caché ses amours, comme il les appelle. Il les a écrites dans un journal qu'il a rendu public. La jouissance sexuelle est doublée par la jouissance du verbe, la jouissance littéraire. C'est très important de pratiquer, mais c'est aussi très important de l'écrire. Le fameux extrait d'Apostrophe le prouve très bien. Pivot lui dit « Mais j'ai demandé à vos amis et oui, en effet, tout est vrai, vous avez plusieurs maîtresses, vous adorez les nymphètes, elles ont 14 ans, etc. » Toutes choses qui sont condamnées par le droit, déjà à l'époque. 1990, Bernard Pivot reçoit l'écrivain pour la 4e fois sur le plateau d'Apostrophe. On voit votre vie, c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire que, alors vous devez mentir, le téléphone, pour pas qu'elle se rencontrent, vous faites l'amour le matin, l'après-midi, le soir. Vous avez une santé extraordinaire. Ah, vous avez une santé prodigieuse. Oui, tout à fait. La question est un petit peu vulgaire, mais est-ce que vous baisez pour votre journal aussi? Je me dis, parce que plus il y aura de maîtresses, plus il y aura de pages dans votre journal. Absolument pas. Non, vous savez, encore dans ma vie. Ce soir-là, cette complaisance ne sera pas du goût de tous les invités. La littérature ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la littérature. Il n'y a pas de limite à la littérature. Et je crois que si M. Matzneff était plutôt un employé anonyme de n'importe quelle société, je crois qu'il aurait des comptes à rendre avec la justice. La première personne à s'opposer fermement à Gabriel Matzneff n'est donc pas française, mais canadienne.
Journaliste et écrivaine, Denise Bombardier s'étonne que le monde littéraire ait encensé l'écrivain si longtemps. D'abord, ce qui a été mais extrêmement douloureux pour moi, c'est de voir la réaction des invités sur le plateau. Et la légèreté du ton avec laquelle Matzneff a été présenté et comment l'entrevue s'est déroulée. Amère contre ce milieu, car dans les jours qui suivent l'émission, Denise Bombardier est l'objet d'une avalanche de critiques. Le premier, c'est Jacques Lanzmann, dans le Libération, une page où il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi Matzneff ne m'avait pas donné une claque en pleine figure. Et il y a eu Josiane Sauvignon, qui continue à ce jour de défendre son ami, et qui était la responsable des pages au Monde. Elle a fait une critique absolument, mais c'était la démolition totale de mon roman où je n'existais pas, je n'étais rien. C'était accepté dans les milieux de l'élite littéraire Saint-Germain-des-Prés. Mais ces gens-là avaient énormément de pouvoir sur les idées, sur l'évolution de la modernité, sur le progrès. Ils le faisaient au nom du progrès. Voilà bien le problème. Nous avons contacté de nombreuses personnalités qui ont porté au pinacle Gabriel Matzneff. Aucune n'a souhaité répondre à nos questions. Pourquoi tant de complaisance? Il est évident qu'il y a une chose que je trouve d'ailleurs moi-même parfaitement détestable, comme quoi des délits, des crimes, etc., seraient excusables à cause du talent. C'est une chose qui, pour moi, est tout à fait inaudible. Ce qui règne là, c'est l'entre-soi. On se reconnaît, on s'identifie, on s'apprécie, et donc on se défend, et donc on se protège les uns les autres. On peut supposer qu'il y avait certaines personnes, enfin certains hommes de ce milieu, qui étaient quand même vaguement excités par ce qu'ils racontaient et vaguement jaloux de ses conquêtes. Ça, je crois qu'il y a ça aussi, mais qui est en fait aussi une confusion, parce qu'aller sodomiser des petits garçons à Manille ne me paraît pas être un art de la séduction tellement enviable. La Belgique n'est pas au bout de l'horreur. Les recherches se poursuivent dans les différentes maisons du pédophile Marc Dutroux. Comme un effet boomerang de ces années libertaires, plusieurs affaires pédocriminelles vont faire la une des médias au début du XXIe siècle. Justice maintenant avec l'ouverture du procès d'Outreau. 17 adultes sur le banc des accusés. Il est question de viols répétés sur de jeunes mineurs. Dutroux, Outreau, ces procès très médiatisés présentent pour la première fois des enfants comme des victimes de prédateurs sexuels. La parole se libère. Puisque ça devient un sujet qu'on peut aborder, un sujet qui n'est plus tabou là pour le coup, un certain nombre de victimes ou d'anciennes victimes vont commencer à penser la chose, non plus selon la modalité de la honte, de ce qu'il faut dissimuler, de ce qu'il faut cacher. La honte change de camp. C'est révolutionnaire. C'est une révolution, c'est le moment où tout s'inverse. Là, c'est exactement ce qui se passe. Tout s'inverse. C'est pas seulement une libération de la parole, c'est une libération de l'écoute. Maintenant, on entend. C'est ça qui fait le changement. Son témoignage crée une véritable déflagration dans la société française. Voici Vanessa Springora. 2020, une éditrice dénonce à son tour les abus sexuels dont elle a été victime. Vanessa Springora raconte dans son livre Le consentement sa relation avec l'écrivain amateur de jeunes filles, Gabriel Matzneff. Elle le rencontre à l'âge de 13 ans, il en a 50. Là, on parle d'un profil de prédateur qui était systématiquement attiré par les très jeunes adolescents, et je l'ai su plus tard même par les enfants. J'ai pris conscience que la personne dont j'étais amoureuse était malade, pathologiquement malade. Vanessa Springora pointe du doigt l'hypocrisie du milieu littéraire. En 2013, l'écrivain est couronné du prix Renaudot Essai. Et c'est ce prix qui vous révolte ? Ça fait partie des provocations qui m'ont paru insupportables, oui. Je crois qu'il y aura un avant Vanessa Springora et un après Vanessa Springora. Nous n'avons pas à accepter que des hommes aient à massacrer notre existence sous prétexte qu'ils veulent nous posséder corps et âme
en ignorant que nous sommes leurs égales. C'est le système qu'il faut interroger. C'est le consentement de toute une société, c'est la complaisance d'un milieu, en l'occurrence le milieu littéraire. On est face à un phénomène de société. Ce ne sont pas des exceptions, c'est pas quelque chose de rarissime. Collectivement, on a laissé faire des violences sexuelles, voire on les a quasiment autorisées en n'étant pas plus vigilants. Et maintenant, il faut qu'on réagisse. Il aura fallu attendre le témoignage de Vanessa Springora pour que le milieu littéraire ouvre les yeux. Dans la foulée, plusieurs maisons d'édition retirent de la vente les livres de Gabriel Matzneff. Une décision exceptionnelle. Pour un écrivain, vous savez, retirer les livres de la vente, c'est la mort. C'est absolument méprisable et c'est lâche, vous voyez. C'est obéir à la vox populi, à la rumeur. Moi, je trouve que c'est une apologie de la pédophilie et ce sont des actes criminels qui sont punissables de la loi. Visé par une enquête pour viol sur mineur, Gabriel Matzneff est aussi attaqué sur ses écrits. L'écrivain sera jugé pour apologie d'actes pédophiles suite à une plainte. Sensibilisé aux violences sexuelles sur mineurs, l'opinion publique pointe ses œuvres qui font des adolescents un objet de désir. Appel à boycotter Gauguin, procès contre une exposition sur l'enfance à Bordeaux, ou encore pétition pour retirer une toile de Balthus. Certains craignent le retour de la censure. Je pense qu'en ce moment, il y a une très forte pression qui est entretenue par des associations qui sont extrêmement désireuses de protéger l'enfance et l'adolescence. Et c'est tout à leur honneur, mais il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a eu une judiciarisation du regard que les artistes portaient sur l'adolescence, qui a abouti à des interdictions. Je trouve que ce phénomène est extrêmement préoccupant. Nous faisons très attention, quand on relit des manuscrits, ce que je fais, quand on relit des scénarios, à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait, si un personnage n'a pas d'âge véritablement précis, moi je force l'écrivain à donner un âge pour être sûr que le personnage est consentant sexuellement et qu'il est majeur sexuellement. Même si l'écrivain n'a pas écrit et dit un adolescent, je dis ton adolescent, il vaut mieux qu'il ait plus de 15 ans, parce que comme ça, moi j'éviterai d'avoir des problèmes avec la loi. Il y a aux États-Unis, dans chaque maison d'édition aujourd'hui, des sensitivity readers, des gens justement qui lisent pour voir si tel ou tel développement, telle ou telle phrase, tel ou tel personnage ne risque pas de heurter la sensibilité des femmes. Certains craignent le retour de la censure. D'autres militent pour une tolérance zéro. Sur ces questions, le monde de l'art est divisé. Une fracture symbolisée par la 45e cérémonie des Césars et le prix de la meilleure réalisation attribué à Roman Polanski, lui-même condamné pour viol sur mineur. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! L'actrice Adèle Haenel, qui aurait été victime d'abus sexuels pendant son adolescence, quitte la salle en pleine cérémonie. C'est un nouveau Vatican. Un nouveau Vatican est en train d'apparaître. Les éradicateurs, les moralisateurs ont la tête en feu. Il y a la domination masculine et la nécessité impérieuse d'y mettre fin. Ce qui fait en quelque sorte de la culture non plus un espace d'exploration, d'investigation, mais une maison de redressement. Je déteste, je hais ce vent de vertu soi-disant moralisatrice qui nous empêcherait d'aller voir des tableaux, qui nous empêcherait de lire des bouquins, qui nous empêcherait d'aller voir des films. Chacun, chacune choisit ce qu'il a envie d'aller voir. Mais là, nous sommes dans une période, et comment ne pas la revendiquer? Nous ne voulons pas que les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, soient écrasées, dominées, humiliées par le regard masculin. C'est là aussi, je veux plus entendre genre, ah ben voilà, vous voulez interdire l'art, vous les féministes. Non, on va le renouveler, on va le moderniser, on va lui insuffler autre chose.
On va faire des choses qui n'ont jamais été vues jusqu'à présent. Et je ne vois pas ce qu'il y aurait de mal là-dedans. En quoi ça serait tuer l'art que de dire, bah non, on va le revitaliser. Et j'adorerais, voilà, qu'il y ait aussi des jeunes filles qui posent leur regard sur le corps des hommes de 50 ans. Et c'est la jeune fille de 15 ans qui va raconter, elle, comment elle voit le monde. À l'ère post-MeToo, les femmes font entendre leur voix, leurs désirs, leur vision du monde. Un nouveau regard puissant qui éveille les consciences. Plus question de considérer comme simple objet de désir l'enfance. Une révolution qui ne doit pas censurer les œuvres du passé, mais au contraire, s'y intéresser. Pour mieux comprendre que les temps ont changé. Pour se convaincre que tout reste à inventer.